Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Alors, ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Salut, André. Alors, ce soir, on a deux sujets. Moi, je vais parler d'un personnage qui n'est surtout pas un fumiste, parce que j'ai parlé souvent de fumiste, mais toi, tu as un sujet fumant, par exemple. Effectivement, je vais parler des plus célèbres fumeurs de l'histoire dans le cadre du tabagisme d'une autre époque. Oui, c'est ça. Oui, d'une autre époque, il faut le dire. Moi, mon personnage, c'est un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Quelqu'un qui vient de pas tellement loin d'ici, vient de Sainte-Perpétue. Alors, son nom, c'est Marcel Veilleux, qui était plutôt connu à une certaine époque comme Yvelot, qui était son nom de code dans la Résistance française. Alors, Marcel Veilleux, donc, est né à Sainte-Perpétue en 1921. Et il a quitté l'école à 15 ans. Le début de sa vie, très classique pour l'époque, quitte l'école à 15 ans pour aider son père, qui est contremaître dans une usine de Shawinigan, et pour faire vivre sa famille, puis ses 8 enfants. Il va travailler d'abord comme livreur, va être livreur de charbon, ensuite va être livreur de glace, passe du noir au blanc, c'est le cas de le dire. Puis il va devenir apprenti machiniste, il essaie d'apprendre un métier à Montréal. Il y a 20 ans, en fait 18 ans même, quand le Canada déclare la Deuxième Guerre mondiale, le Canada en 1939. Et là, lui, il va s'enrôler à l'âge de 20 ans dans le Royal Canadian Ordnance Corps, le Ordnance... Les munitions. Les munitions, oui, c'est ça, le Corps canadien des munitions. Et là, on va lui trouver des aptitudes. Des aptitudes, comme on disait à l'époque, de sans-filiste. Un sans-filiste, c'est l'opérateur radio. Celui qui utilise les appareils de radio sans fil. On disait télégraphe sans fil, TSF à l'époque. Alors, il va devenir sergent dans ce corps-là, le corps des transmissions. Et en 1943, on l'envoie en Angleterre. Il débarque à Londres. Et là, on a besoin de lui. Parce qu'on a besoin de gens qui parlent français pour aider la résistance française. On les parachute, on les transporte autrement en France pour qu'ils puissent aider à organiser la résistance française qui est formée de groupes plus ou moins séparés. Il y a des gens, des Français, qui s'occupent au niveau politique de faire coordonner ces gens-là, mais il faut les entraîner parce que la plupart n'ont aucune expérience militaire. Il ne faut pas oublier qu'en France, lorsque la France s'est signé l'armistice en 1940, l'armée française, dans sa quasi-totalité, a été capturée par les Allemands et emmenée prisonnière en Allemagne. Il y a 1,5 million de prisonniers en Allemagne, des prisonniers français qui servent un peu d'otages en même temps, mais qui en plus sont les gens qui ont une expérience militaire, la grande majorité qui sont donc plus en France. Les gens qui veulent résister aux Allemands, la majorité n'ont pas cette expérience, ou s'ils en ont, c'est parce qu'ils sont assez âgés, ils ont fait la guerre de 14-18, on est dans un autre monde complètement. Alors, 7 mois après son arrivée à Londres, Marcel Veilleux est parachuté en France, dans le Jura, près de la frontière suisse donc, sous le nom de code Yvelot. Et dans cette région-là, on a des groupes de Français qu'on appelle des réfractaires, c'est-à-dire des gens qui se sont d'abord sauvés pour refuser le service du travail obligatoire. Ça, c'était une institution du gouvernement de Vichy à la demande de l'Allemagne que les Français, on enrôlait un certain nombre de jeunes Français pour les envoyer travailler en Allemagne dans les usines de guerre, parce que les Allemands, eux autres, ils étaient dans l'armée puis ils allaient se battre, particulièrement sur le front russe, qui consommait beaucoup de monde. Alors donc, on a ces gens-là qui se sont sauvés. Beaucoup sont prêts à devenir des résistants. Ils l'étaient peut-être pas 2 ans plus tôt, mais là, ils commencent à l'être. Alors, ils se sont regroupés dans des camps. Alors, il faut les entraîner, il faut les organiser. Les autorités britanniques décident qu'il faut parachuter du monde de l'autre côté des lignes. Il va y avoir plusieurs services qui font ça, plusieurs des branches des services secrets. Yvelot, lui, fait partie d'une mission qu'on appelle Marksman, qui relève du Secret Operation Executive, le SOE, qui est un de ces services-là, qui est commandé par un certain colonel Buckmaster. Et ce service-là est chargé des réseaux d'action dans les pays occupés. En France, ce service-là va parachuter 25 Canadiens. Parmi
des milliers, plus d'1 millier de personnes qu'on va parachuter qui viennent de différentes origines. Et il y a d'autres services aussi qui parachutent d'autres mondes. Sur les 25 Canadiens parachutés par le SOE, il y en a 7 qui vont être capturés et exécutés par les Allemands. C'est donc dire que c'était extrêmement dangereux comme mission. Alors, dans la nuit du 6 au 7 juillet 1944, Ivelo, comme on l'appelle maintenant, atterrit dans la région de l'Ain, à Yenne, pas loin de la frontière suisse, à Isère Nord. On l'envoie pas en parachute, on l'amène, lui, dans un CF Dakota. CF Dakota, qui est un avion américain. Ça va être le premier, d'ailleurs, avion américain à atterrir en territoire occupé. Et Ivelo va être le dernier Canadien envoyé en France de Londres par le SOE. Il y en a d'autres qui vont arriver après par d'autres services et d'autres qui vont être parachutés dans d'autres endroits aussi, là. Bon à signaler, on se dit souvent, oui, mais un Québécois, un Canadien français en France, il devait se faire repérer par son accent. Aucun des Canadiens qui ont été capturés en France l'a été à cause de son accent. Et ça s'explique parce que dans ce temps-là, l'accent québécois n'était pas connu en France. Et les accents régionaux des différentes régions de France étaient beaucoup plus courants. Par conséquent, un Québécois, on se disait qu'il devait venir d'une région quelconque, puis on se posait pas de questions. Personne ne s'est fait capturer à cause de ça. Donc, lui, il se retrouve sous les ordres d'un officier anglais qui s'appelle Richard Heslop, son nom de code Xavier. Lui est officier dans la section française du SOE, qui a aussi une section belge, hollandaise, etc. Il est déjà installé sur place, connaît bien la région, commence à connaître les maquisards. Leur rôle, à lui, à Heslop et à Ivelo, qui est opérateur radio, c'est d'informer les Alliés des mouvements allemands dans la région et d'aider à l'entraînement des résistants français. Parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas d'expérience et aucun entraînement. Alors, à peine débarqué, Ivelo est conduit dans un endroit qui s'appelle Château-Voluvre. Je n'ai pas retrouvé cet endroit-là dans les atlas, bizarrement. Quartier général, je me dis que c'était peut-être un nom de code, ça aussi. Quartier général du chef de la résistance de la région, en tout cas, qui était un certain Henri Romain Petit, qui est le chef de la résistance dans la région. Il y a 2 opérateurs radio sur place, Ivelo, puis l'autre qui est un Américain. Et là, eux, c'est ce qu'ils font. On transmet des messages à Londres et on aide les maquis à s'organiser. Mais là arrive le débarquement de Normandie, 1944. Et là, les maquis, on leur demande, on les a entraînés, on les a équipés, on leur a parachuté des armes. Là, c'est le temps d'appuyer les forces alliées en harcelant autant que possible les Allemands pour les obliger à maintenir le plus de soldats possible loin des théâtres du débarquement. Parce qu'une petite force de guérilla peut immobiliser énormément de régiments d'une armée classique. On a toujours dit, l'armée classique perd si elle gagne pas, la guérilla gagne si elle perd pas. C'était l'idée, on va les tenir occupés. Ça a été démontré plusieurs fois d'ailleurs. C'est ça, dans l'histoire. Et donc, l'idée, c'est que les Allemands qui se battent là-bas contre la résistance, ben, ils s'en vont pas combattre le débarquement. Alors, et là, bien sûr, on commence à faire on faisait déjà des parachutages de nuit, d'équipements, de provisions, etc. On commence à en faire de jour pour envoyer le plus d'équipements possible. C'est extrêmement risqué pour les appareils et les équipages des avions, mais on le fait quand même. Et là, nos 2 opérateurs radio, l'Américain et Ivelo, eux, leur tâche, c'est entre autres de renseigner les avions américains et britanniques qui vont parachuter des armes, de leur dire « allez à tel endroit, allez pas à tel autre parce que les Allemands sont là », ainsi de suite. Et là, essayer au fond de parachuter l'équipement résistant sans que l'armée allemande puisse s'en emparer. Les nazis, évidemment, vont répliquer. Et là, ça va être dans leur style à eux, sanglante répression. On envoie 4500 hommes contre les résistants dans le Jura. Et plus de 1000 personnes vont être arrêtées. Plusieurs vont être exécutés. Le lendemain, c'est 9000 hommes que les Allemands envoient, qui ne sont pas tous des Allemands. D'ailleurs, certains sont tchèques, polonais, des auxiliaires à qui on ne fait pas confiance pour combattre dans leur propre pays, mais on les envoie à l'ouest où ils n'ont pas le choix.
Et là, donc, on leur envoie ces 9000 hommes qui passent à l'attaque avec de l'artillerie et de l'aviation pour détruire le maquis. Les résistants, devant cet assaut-là, vont se diviser en 2 grandes unités. Le général Eslap, et là, ça arrive, ça, pendant que Veilleux vient d'arriver, là, tout ça. Donc, Eslap, le commandant, va dire qu'il est arrivé à un moment difficile. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, on va l'envoyer à un endroit plus au sud. L'Américain reste avec le commandant Romain Petit. Et là, ils vont assurer le contact entre les 2 grandes formations de la résistance. Et pendant ce temps-là, et en même temps, on continue à informer Londres de ce qui se passe. Veilleux va être ensuite transféré à Lyon, d'où il va pouvoir informer Londres des développements sur le terrain. Puis quand Lyon va être libéré, finalement, par les forces françaises libres, il va être ramené à Londres. Le colonel Eslap va dire que va qualifier le fait... Veilleux a transmis des messages 18 heures par jour. Pendant 18 heures devant son appareil radio, le colonel Eslap va dire que c'était un joli tour de force. Et donc, Ivelo va avoir été avec l'opération Marksman pendant 2 mois. Après la guerre, il va être récompensé de la médaille de Member of the British Empire et membre de l'Empire britannique. C'est pas rien à l'époque. Et ensuite, Marcel Veilleux, parce que Ivelo, c'est fini à cette date-là, Marcel Veilleux va faire carrière dans les services techniques de Radio-Canada. Il a travaillé à la radio. Il avait appris ce métier-là dans l'armée. Et il est décédé le 27 septembre 2005. Et là, ses cendres, conformément à son propre souhait, vont être inhumées en France, dans le secteur où il a été actif durant la guerre. Et on va en dessous d'un monument, le monument de la prairie d'Échalon, une stèle qui commémore le jour du 1er août 1944, lorsque 36 bombardiers Flying Fortress ont largué une quantité record de matériel destiné à la résistance. Alors lui, ses cendres vont être mis en dessous de cette stèle-là, où il rejoint ses compagnons d'armes, c'est-à-dire Richard Eslap, mais aussi Raymond Aubin, Denis Owen, 2 autres Canadiens transportés à cet endroit-là. Alors, il va être avec ses compagnons d'armes pour, dirais-je, l'éternité. En tout cas, c'est là qu'il a été demandé à être inhumé. Alors, c'est l'histoire de Marcel Veilleux. C'est difficile. Le gars de Sainte-Perpétue. Pour le commun des mortels de se rendre compte de ce qui a été demandé à ces générations-là. Aujourd'hui, je regarde le contraste de nos vies comparativement à ces horreurs des guerres. Quand tu avais des jeunes de 21, 22, 23 ans qui étaient commandants d'un bombardier au-dessus de l'Allemagne. Aujourd'hui, à 21, 22 ans, excusez-moi, mais on n'est pas aux commandes de bombardiers. C'est ça. Et, non, c'est plus la même... non, on n'est plus dans le même univers. Dieu merci. Oui, on s'en plaindra pas. Non, c'est ça. Alors, moi... Ouais, toi, je vais être... on s'en va dans le show de Boucan. Dans le show de Boucan, puis là, il faut comprendre aussi que je vais parler d'une autre époque, d'un autre temps. Là. Encore une fois. J'ai amené ça parce que on peut pas regarder ça avec nos visions sanitaires d'aujourd'hui et puis notre moralité actuelle. Et surtout pas avec nos connaissances. Avec nos connaissances. À l'époque, ils ne savaient pas que le tabac, c'était aussi toxique. D'ailleurs, la plante était un peu différente parce que c'est utilisé quand même depuis la préhistoire. Là, on parle de 5000 à 7000 ans des Autochtones en Amérique, surtout comme les Mayas, Aztèques et les Premières Nations. Eux autres, très près de la nature comme ils étaient, c'était inévitable qu'ils découvriraient à un moment donné certaines plantes, dont le tabac, qui est finalement de la même famille que les tomates. Alors, c'était utilisé, par contre, dans des rituels religieux, mais il y avait aussi des rituels sociaux qui étaient arrivés à ça. Arrivé en Europe, là, c'est encore un coup de Christophe Colomb, celle-là, en 1492, là, son premier voyage
ben là, il a vu justement des Autochtones qui fumaient, il décrivait comme ils se promenaient avec des tisons dans le nez et dans la bouche. Et puis, il a rapporté l'information justement au roi du Portugal à l'époque. Et puis, en 1560, un Français, un dénommé Jean Nicot, avait été envoyé par le roi de France justement à la cour pour le mariage avec une princesse de l'endroit. Et puis, c'est lui qui a commencé à parler de ça comme une plante médicinale. Et puis, c'était pas juste fumé à l'époque, hein, c'était consommé, là, il les mangeait, c'était frais ou séché. Il y avait des concoctions qui étaient faites, des cataplasmes, du jus, des huiles d'onguent. Bon, et puis il disait que le tabac à l'époque, c'était efficace pour soigner des vieilles plaies, entre autres, des gales ouvertes, des rougeurs au visage, des contusions, piqûres d'insectes. Ça finit plus, là. Comme tous les produits qui arrivaient, c'était toujours thérapeutique au début. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on n'a pas seulement fumé le tabac. Pendant longtemps, on le chiquait. Ah, ça, c'est... Et on le prisait, on se le mettait dans le nez. Ouais, ça, c'est à l'époque, par exemple, où c'était mal vu de fumer. Puis il y a des endroits qui étaient très combustibles, comme la marine ancienne. Les navires étaient tout recouverts de goudron et autres. La chic était très populaire parmi les marins. Même, il y avait une anecdote du 20e siècle où des marins étaient en train de coudre dans le canevas les corps de marins décédés pour qu'ils soient inhumés en mer. Et puis les passagers étaient scandalisés de voir chiquer pendant qu'ils accomplissaient ça. Puis le vieux marin qui a été sorti à dire, quand on se pique les doigts en cousant des cadavres, il y a des dangers d'infection et de germes. Une bonne goutte de jus de chic, ça tient compte, ça élimine les microbes et autres. C'est quand on parle d'une autre époque. Là, voilà, d'autres croyances. Ouais, c'est plus une boutade, ça. J'imagine, oui. Au fait des échanges commerciaux, voyages maritimes, l'Afrique, l'Asie puis l'Océanie, puis l'Europe, le tabac s'est répandu comme un feu de paille, pour ainsi dire. Et même en 1917, Première Guerre mondiale, général américain John Pershing, si vous me demandez ce que nous avons besoin pour gagner cette guerre, je réponds du tabac autant que des balles. C'est là qu'amène, à cette époque-là, le tabac, ça maintenait le moral des troupes. Si on regarde les rations militaires de l'époque, ils comprennent les cigarettes. Oui. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui ont déterré aujourd'hui ces vieilles rations-là, puis qui les ont consommées sur YouTube. Là, c'est encore mangeable, incroyable. Les cigarettes qui étaient à l'intérieur, ils les ont consommées, ils ont fumé, puis ils ont dit c'est pas du tout la même chose que le tabac actuel. C'était un produit qui était différent à l'époque, qui était pas aussi toxique, faut croire. Il l'était, mais les cigarettiers à l'époque avaient pas encore commencé à mettre l'emphase sur la dépendance qui est ça, c'est l'aspect payant. Le tabac, puis dans la culture américaine, bien évidemment, ça a joué un rôle, pas juste aux États-Unis, économique énorme. Qu'on pense par exemple à la Virginie, et puis le Maryland, et puis même le Canada aussi. L'Ontario. L'Ontario. Moi, j'ai connu des gens qui allaient au tabac à chaque année en Ontario. Heureusement, moi, j'y ai pas été. J'ai manqué celle-là, je le regrette pas. Moi non plus. Alors, c'était des principales exportations, mais en contrepartie, évidemment, la plantation de tabac ont favorisé la main-d'œuvre. Le besoin de main-d'œuvre, ça a conduit à l'esclavage, inévitablement. On va venir maintenant un peu plus dans nos temps modernes. L'apparition des cigarettes manufacturées, ça remonterait probablement à la guerre de Crimée. À l'époque, les armes à feu utilisaient ce qu'ils appellent des gargousses, qui sont des cylindres de papier qui contenaient une charge de poudre. Une fois la charge insérée dans l'arme, le papier servait. Ils ont découvert qu'en bourrant ça avec du tabac, on pouvait fumer en toute sécurité. Ça, on parle des années 1850. 1850, c'est ça. Alors, c'est là que les entreprises de tabac bien établies ont vu le jour, le 19e, 20e siècle. Là. La publicité, l'accès aux produits de tabac, là, on va se retrouver au 20e siècle. Dans les années 70, là, tout le battage publicitaire qui s'était fait auparavant a disparu. Et puis là, à cause de la toxicité du produit, on a commencé des campagnes anti-tabac, entre autres, des espaces sans fumée, augmentation des taxes, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure de santé publique dans tous les pays. Le chapitre sur le tabac est carrément clos. Maintenant,
dans l'époque où le monde entier est enveloppé d'un nuage de tabac, il y a eu des personnages célèbres qu'on peut pas faire autrement qu'associer avec une cigarette. On pense à René Lévesque, entre autres. Il y avait toujours sa clope. Puis moi, même à la télévision. Ah oui, oui. Il faut se souvenir que c'était courant dans les années 60 et 70, on s'en souvient, nous autres. À la télévision, il y avait toujours un nuage de fumée. Absolument. Tous les animateurs, quasiment, avaient leurs cigarettes et fumaient pendant l'émission. Tu rentrais au magasin, les commis avaient des cendriers sur les comptoirs dans les quincailleries, les tabagies, il y en avait à tous les coins de rue. Regarder des vieux films, et dans les restaurants et les bars, il y a toujours un nuage de fumée qui flotte. Il y avait la tabagie La Rivière à Victoriaville, qui n'existe plus depuis bien des années. Alors, je vais parler rapidement là, des célèbres fumeurs. Je me souviens, j'écoutais par exemple l'aventure de la Calypso avec le commandant Cousteau. Puis je voyais régulièrement, voici Falco de retour d'une très dangereuse plongée en profondeur. Il enlevait son équipement puis s'allumait une cigarette. Je me disais, il va finir par exploser. C'était très dangereux. Mais le plus célèbre fumeur de l'histoire, c'est bien Winston Churchill, à mon sens. Il était tellement connu. D'ailleurs, c'était un consommateur d'alcool et de tabac en continu. Il pouvait fumer jusqu'à 30 cigares par jour. On peut calculer le nombre de cigares de sa vie en millions. C'est ça. Imagine. D'ailleurs, il a servi de caution pendant longtemps parce qu'il a vécu jusqu'à 90 ans passés. Et voilà, il est pas décédé de ça. En fait, il est décédé d'un AVC. Lui, c'était en 1965 quand même. Oui, quand même. Donc, il est né en 1874. Ça y a pas fait de trouble, puis c'était un alcoolique fonctionnel parce qu'il avait ses routines. Le matin, à telle heure, c'était tel type de cocktail. Et puis après ça, tu avais sa consommation régulière, c'était à tous les jours. Et le cigare, comment imaginer, ça faisait partie de sa personnalité, l'aspect fonceur, l'aspect qu'il y a rien qui le dérange, un bulldog avec un cigare. Ça donnait cette impression de puissance-là. Et puis, d'ailleurs, ça symbolisait son charisme, sa détermination. Il y avait tellement une grosse consommation que chez le plus grand tabagiste de Londres, il y avait sa propre pièce réservée, un humidor. Et puis là, il y avait des cigares qui arrivaient de tous les coins du monde, des plus grands fabricants, et c'était livré spécifiquement tous les jours pour qu'il n'en manque jamais. Même, il y avait, durant la Deuxième Guerre mondiale, souvent à se déplacer, on a conçu une cabine pressurisée spécifiquement pour son usage, pour pouvoir supporter l'altitude. Parce que là, à l'intérieur, il y avait le Tantalus, qui est la petite boîte dans laquelle on met les boissons, le fumivore, qui est le cendrier, qui est là pour aspirer la fumée, la circulation d'air, la lampe, le bureau de travail. On ne sait pas s'il l'a vraiment utilisé, mais on sait que cette cabine-là, elle a existé et qu'elle devait se remplir de fumée assez rapidement. Oui. Un autre célèbre, Fidel Castro. Évidemment. Tellement connu pour son cigare que même le CIA, dans les plans d'assassinat, avait prévu un cigare piégé. C'est ça. J'essaie d'imaginer qu'est-ce que serait l'histoire, le fait historique aujourd'hui si la caboche avait explosé avec un cigare de la CIA. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a toujours la pipe et puis le cigare. Et puis quand il faisait ses sessions, souvent, il fumait en écoutant ses patients. Mark Twain, le plus célèbre écrivain américain, c'est un fumeur de cigares. Son image est associée à ça indéniablement. Coco Chanel, c'était la grande look de la femme fatale. Elle a amené ça. C'était l'élégance, c'était la mode. Il faut dire que dans les années 20, on s'est mis c'est là que les femmes ont pu se mettre à fumer la cigarette. Exactement. Et c'est apparu au cinéma, ailleurs, et c'était une façon pour l'industrie du tabac de s'ouvrir un nouveau marché. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Hollywood. Albert Einstein était un très grand fumeur aussi. On dit qu'il trouvait l'inspiration en fumant. Là, on va se demander ce qu'il fumait, mais en tout cas, cette fois-ci. Il y a une petite conspiration un peu pour Walt Disney. Walt Disney, lui, là, il fumait 3 à 4 paquets de Lucky Strike, qui était une marque de cigarette à l'époque. Mais lorsque le politiquement correct est arrivé bien des années plus tard, alors la corporation Disney s'est mise à éliminer les cigarettes numériquement de toutes les photos du fondateur et les films d'archives, etc. Ce qui a donné lieu à un phénomène où on voyait souvent Walt Disney avec les 2 doigts
pointé comme ça. Puis là, ben, pour essayer d'expliquer, il disait que c'était sa façon de pointer les choses. Puis on a même encouragé le personnel à imiter ça pour que la farce soit complète, le cover-up, la manigance. Sartre et Simone de Beauvoir, à l'époque, avec leur mauvaise réputation d'aujourd'hui, alors on lui associe toutes sortes de choses. La cigarette en faisait partie. Hollywood. Alors là, c'est l'alliance, comme tu mentionnais, entre les fabricants de cigarettes et le glamour de Hollywood. On s'est dit que dans les années 30, il y avait American Tobacco, à elle seule, a investi 3,2 millions de dollars à l'époque pour voir figurer la marque en question, soit dans les mains des vedettes ou comme accessoire dans des films, entre autres. Et puis ça, toute cette vision-là, ça a contribué à normaliser puis à populariser la consommation du tabac. Les vedettes en fument, puis Ronald Reagan en faisait la promotion à l'époque. Quand on offrait des cadeaux de Noël, on offrait des cartouches de cigarettes, c'était pas cher non plus relativement. Là, si on compare au prix d'aujourd'hui, c'était partout à l'époque. Et puis même nous autres, dans la jeunesse, là, dans les années 60, quand on s'allumait une clope, le temps arrêtait. On se parlait entre nous autres, c'était une époque différente d'aujourd'hui. Moi, mais beaucoup d'autres garçons me trouvaient bizarre parce que je fumais pas. C'est ça que j'allais dire. Ceux qui fumaient pas étaient regardés, bon, comment ça se fait? Ils n'aiment pas ça, ouais, du fun, nous autres. C'était stimulant. Moi, j'ai arrêté, évidemment, là. En fait, même les compagnies, les grands majors du cinéma ont investi. Absolument. On a Paramount et Warner Brothers qui mettaient des millions de dollars à l'époque justement dans les poches des cigarettiers. Et puis les grandes stars aussi étaient vues à l'écran constamment. La liste est énorme, mais je vais en citer un ou deux, comme le plus grand, c'était John Wayne, le plus grand fumeur. Il y a eu Humphrey Bogart, sa personne était faite autour de ça, mais il y a Audrey Hepburn, Bette Davis, Errol Flynn, Sammy Davis, Jackie Gleason, Ronald Reagan. Alors, tous ces stars d'Hollywood-là ont contribué à cette période de glamour puis de fumée de cigarettes. Alors, voilà, c'est là-dessus que nous allons terminer notre émission cette semaine. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat et Charles Daigneault. Nous vous disons au revoir, à la semaine prochaine et restez à l'écoute de TVCBF. Thank you.